Là, il reste encore quelques places ici, puis sur les côtés. Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le temps qui nous est quand même plutôt défavorable aujourd'hui pour venir rencontrer Leïla Slimani à la médiathèque des El Rideaux. J'en profite pour remercier l'équipe de la médiathèque du lancement de la saison culturelle, puisque c'est aujourd'hui officiellement le premier événement, qui se poursuivra dès le 22 février, vous le verrez, dans le livret qui est à votre disposition à l'accueil de la médiathèque. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps. Merci d'être venu jusqu'à El Rideaux. Et je pense que nous allons avoir un débat des plus intéressants. Je passe donc la parole à Sylvia, donc l'adjointe en charge de la culture. Merci Arnaud. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de toute votre présence. Nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir, Madame Slimani, en partenariat avec le Festival Désir. Vous êtes écrivaine franco-marocaine. Vous avez grandi à Rabat avant de poursuivre vos études en France. En 2012, vous démissionnez du magazine Jeune Afrique pour vous consacrer à la littérature. Une bonne décision, me semble-t-il, puisqu'après avoir publié votre premier roman dans le Jardin de l'Ogre en 2014, vous recevez le prix Goncourt pour votre deuxième roman, Chanson douce, l'année dernière, en 2016. D'ailleurs, à la fin de cet échange, vous pourrez vous procurer Chanson douce auprès de la boîte à livres qui a fait le déplacement jusqu'à Azel Rideaux, et nous vous remercions énormément de votre présence. Je tiens personnellement également à remercier le festival Désir et bien sûr les cinémas studios qui nous ont facilité cette opportunité. Un grand merci donc. Je dis opportunité car il est difficile de recevoir des personnalités avec autant de talent dans nos petites villes. Donc c'est un bel événement pour nous et un premier événement qui, j'espère, sera suivi de nombreux échanges autour des livres et des thèmes de société. Comme vous pouvez le constater, Madame Slimani n'est pas venue seule. Elle est accompagnée de Salima Amari, sociologue qui nous vient de Paris. Nous recevons également Benjamin Gaillon, décidément je ne vais pas y arriver, à chaque fois. Donc Benjamin Gaillon, enseignant-chercheur à l'Université de Tours et également organisateur du festival. Je remercie également la présence d'Abdellah Taya, écrivain et réalisateur. Merci pour votre présence et votre venue à El Rideaux. Ainsi que Rita El Kaya, écrivaine plurinominée au prix Nobel de la paix. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement jusqu'à notre ville. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Je remercie une nouvelle fois nos invités d'avoir fait le déplacement jusqu'à El Rideaux, ainsi que nos partenaires qui nous permettent de réaliser le premier événement de notre saison culturelle, qui, comme vous le verrez dans notre guide culturel, est loin de ce qui fut avant, donc préparé avec beaucoup de passion par M. Achard et moi-même, que je remercie pour son implication dans notre ville et tout son travail. Merci à l'ensemble des équipes aussi et de nos agents, et je vous souhaite un bon débat qui, je pense, va être lancé par M. Gaillon. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est à mon tour évidemment de remercier aussi rapidement monsieur le maire, la ville d'El Rideaux de nous recevoir dans ce très bel endroit qui est la médiathèque, qui visiblement est un endroit tout neuf. Donc on est ravis de l'inaugurer avec cet événement. Merci également à Mickaël qui a beaucoup travaillé pour monter cet événement qui est le premier d'une saison culturelle qui pour le coup s'annonce je crois assez riche. Donc cet événement à El Rideaux, ça correspond à l'envie de l'équipe du Festival Désir de s'exporter en fait en dehors de l'agglomération tourangelle, d'aller à la rencontre de nouveaux publics et aussi d'aller à la rencontre de nouveaux regards sur toutes les thématiques qui sont chères au festival et qu'on aborde depuis maintenant 24 éditions.
Ces thématiques, c'est avant tout la question du genre, la notion de genre et toutes les normes qui se construisent autour de cette notion. On parle beaucoup d'identité, on parle de toutes les sexualités, on parle des rapports hommes-femmes, notamment au festival depuis 24 éditions. Tout ça à travers toujours des films, et puis ce qui fait aussi l'ADN du Festival Désir, je crois, qui est aussi de croiser des supports divers, multiples, de la danse, du théâtre, et y compris des invités venus de divers horizons, et c'est le cas aujourd'hui. Donc je remercie nos deux invités d'être là aujourd'hui avec nous pour évoquer, découvrir et débattre de tous ces thèmes sous un focus qu'on s'est choisi cette année, qui est le focus du monde arabe. Le monde arabe, donc, pour toutes les dynamiques qui existent actuellement autour de ces questions de genre, et puis le monde arabe aussi comme un miroir qui serait tendu pour se questionner nous-mêmes sur nos pratiques et sur la manière dont on aborde ici aussi ces questions. Donc nos invités, elles ont été présentées un peu rapidement, je vais le faire tout aussi rapidement. Leïla Slimani, donc auteure, romancière, journaliste, qui a été récompensée du prix Goncourt en 2016 et qui s'apprête à sortir, je crois, un nouveau livre qui nous intéresse particulièrement par rapport à cette édition du festival, puisqu'il traitera de ces questions de sexualité au Maroc et au Maghreb. Donc un livre qui sortira dans les prochains mois, je crois. Et Salima Amari, sociologue, qui travaille également sur ces questions de genre au Maghreb et sur des trajectoires de personnes qu'elle interroge, dont elle recueille le témoignage. Voilà, donc je les présente pas forcément de manière exhaustive, puisque je vais leur demander très vite de se présenter en fait elles-mêmes. Moi, j'endosse juste le rôle de modérateur. Je vais vous parler simplement de l'organisation de ce qui va suivre. On a prévu en fait un premier temps d'échange qui sera plutôt un échange entre vous deux sur certains thèmes que peut-être je vous soumettrai. À la suite de quoi, du coup, on proposera un échange avec l'ensemble du public qui est présent, par rapport aux questions que vous avez certainement déjà pour partie en tête, et puis qui sont enrichis de tout le contenu, toute la matière que votre discussion aura amené. Et puis on terminera avec un dernier temps où on reviendra un peu plus en détail sur le travail de Leïla, sur ce livre en particulier, Prix Goncourt 2016, qui est Chansons douces, et puis sur son travail d'écriture plus généralement. Donc ça conclura cet échange avant une séance de dédicace, je crois, de Chansons douces. Donc simplement pour lancer ce premier temps, je vais vous demander de vous présenter chacune, et peut-être en vous donnant comme consigne, si je peux me permettre de vous donner des consignes, d'insister peut-être sur ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vouloir traiter de ces questions-là plus particulièrement, alors soit à travers un livre qui va être dédié à ces questions des sexualités au Maghreb, soit à travers un travail universitaire qui se déroule. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que dans votre parcours vous avez souhaité à ce moment vous saisir plus particulièrement de cette question-là? Alors je ne sais pas, ça peut être une anecdote, ça peut être une ambiance générale, ça peut être quelque chose de plus vaste. Donc voilà. Bonjour à tous. Moi j'ai déjà été un peu présentée quand même. Voilà, vous en savez à peu près, vous savez à peu près tout. Pourquoi je me suis saisie de cette question? En fait, moi je m'en suis saisie d'abord dans mon premier roman qui s'appelle Dans le jardin de l'Aube, qui est l'histoire d'une femme qui s'appelle Adèle, dont on comprend très vite dès le début du livre que c'est une femme qui a un rapport pathologique, ou du moins un rapport très complexe, très compliqué à la sexualité, puisque c'est une femme qui est d'une certaine façon insatiable, ou en tout cas insatisfaite sur le plan sexuel, qui multiplie les conquêtes dans le but de remplir une espèce de vide immense. Elle est prise d'une sorte de vertige dès lors qu'il est question de la sexualité. Donc moi j'ai abordé d'abord la question de la sexualité par le biais de la fiction et par le biais d'un personnage. C'est un personnage qui m'est apparu par différentes choses. D'abord par la lecture de romans, et notamment du roman L'insoutenable légèreté de l'être, dont les personnages m'habitaient et dont le questionnement finalement qu'il y a sur le désir dans L'insoutenable légèreté de l'être. Depuis l'adolescence, ce questionnement me poursuivait sur cette question de la dichotomie entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que l'âme peut vouloir quelque chose que le corps ne veut pas, ou à l'inverse, le corps peut ne pas vouloir quelque chose que l'âme
veut, et c'était un questionnement auquel je ne donnais pas de réponse définitive, mais qui en tout cas me poursuivait. Et puis le sentiment aussi que souvent la sexualité féminine dans les romans, dans la littérature française, la sexualité féminine était souvent dépeinte de manière peut-être un peu cliché, ou qu'en tout cas ça ne me satisfaisait pas, et que j'avais envie de raconter quelque chose voilà, qui sortait un petit peu des limites qu'on avait l'habitude de poser. Et puis je voulais poser aussi la question de savoir comment une femme peut continuer à vivre dans la société quand elle refuse d'une certaine façon, puisque c'est le cas de mon personnage, elle refuse son rôle de mère, elle refuse un peu son rôle d'épouse, elle ne veut pas non plus, elle n'a pas d'ambition professionnelle. C'est une femme qui ne voudrait vivre en fait que comme un corps, et elle est obligée pour cela de mentir énormément. Et j'avais écrit ce roman juste après l'affaire Dominique Strauss-Kahn, et j'avais été assez marquée par certains commentaires sur Dominique Strauss-Kahn disant que c'était un homme au départ, hein. Des gens qui disaient oui, il arrivait quand même à mener sa carrière de front, il arrivait à sauver son couple. Bon, c'est vrai, c'était un homme qui avait un grand appétit sexuel, mais enfin, voilà. Et je me disais, est-ce que ce serait possible pour une femme que des gens tiennent ce discours ? Je ne crois pas que les gens diraient ça. Les gens diraient très rapidement, elle est malade, elle est nymphomane. Tout de suite, on l'enverrait du côté de la pathologie. Elle serait très rapidement une paria. On considérait qu'elle ne peut plus remplir son rôle social de mère, d'épouse, de sœur. Donc voilà, c'était tout ça, comment une sexualité qui sort de la norme, l'associer à une personnalité féminine, ça m'intéressait. Et c'est à partir de la sortie de ce livre qu'en fait, je suis allée présenter au Maroc juste après, que beaucoup de femmes sont venues me parler, me raconter des choses sur leur sexualité. Alors moi, j'ai été d'abord frappée par le besoin de parole, c'est-à-dire le fait que vraiment je me retrouvais face à des femmes qui me racontaient des choses qui me mettaient presque moi mal à l'aise, où je me demandais mais comment ça se fait qu'il y a ce tel besoin de parler, de me raconter voilà, des choses qui sont intimes aussi. Des choses qui sont très très intimes, mais vous savez, je m'en suis rendu compte après aussi, le rapport à l'écrivain aussi est très particulier. Quand vous avez passé plusieurs jours à lire un livre qui a été écrit par quelqu'un, où la personne elle s'est dévoilée d'une certaine façon, il y a une sorte de rapport de confiance tacite qui s'installe, qui fait que la personne elle a confiance en vous. Et d'une certaine façon, elle a le sentiment que vous pouvez comprendre ce qu'elle va vous raconter. Et donc j'ai eu envie voilà, de raconter ce que ces femmes m'avaient dit, bien sûr avec leur accord. Certaines sont anonymes, d'autres non. Mais j'ai eu envie surtout de donner une voix à celles qui n'en ont pas, aussi surtout de témoigner pour ces femmes, parce que je trouve que souvent au Maroc, sur ces questions liées à la sexualité, on va dire oui, non mais bon, ça c'est des problèmes, c'est une élite, c'est 2-3 personnes qui ressentent ça et tout. De dire non, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire que ça vous dérange, mais vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Et vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose qui le traverse, vous ne pouvez pas nier que ça traverse la société et que c'est extrêmement complexe. Et puis cette parole, elle était très belle, très crue et très belle. Et donc, je me suis contentée parfois de simplement restituer des témoignages vraiment dans leur langue, dans leur jeu, dans leur contexte. Donc voilà. D'où aussi un retour à un travail qui est plus journalistique. Il me semble que vous avez dit ça sur ce prochain livre qui va sortir et qui rassemble ces témoignages. Un retour à un travail qui est plus de l'ordre du journalistique que du travail d'écriture littéraire comme les deux romans. C'est un travail qui est très hybride parce qu'en fait, il y a des entretiens comme ça qu'en réalité, en tant que journaliste, on n'a jamais la possibilité de garder brut et de garder sur leur longueur. Quand on est journaliste, on a beaucoup de contraintes, de place, puis on a un rédacteur en chef derrière qui veut un angle, qui veut... Là, j'avais la liberté de vraiment restituer des choses qui sont des petits détails, raconter comment j'ai rencontré une femme, comment elle s'est assise, comment elle buvait son thé, comment elle s'est tue à un moment parce que la conversation devenait trop dure, raconter les silences, donc il y a quelque chose quand même de presque littéraire dans la mesure où j'ai pu vraiment être attentive aux détails et essayer de raconter au lecteur de la manière la plus sensible possible ce que j'avais vécu, mais en même temps, il y avait l'objectif aussi de garder une objectivité journalistique en relatant aussi, pour le lecteur qui ne connaît pas par exemple l'actualité marocaine, retracer aussi le fait que
depuis à peu près, on va dire, je sais pas, un peu moins d'une dizaine d'années. Le Maroc a été secoué quand même par un certain nombre de scandales de meurtres et que ça s'est resserré même ces dernières années. L'actualité ne cesse d'être bouleversée par ces scandales-là. Alors, je peux citer comme ça, il peut y avoir l'affaire Amina Filali, qui est cette jeune femme de 16 ans qui s'était suicidée suite à un mariage, enfin, quand on l'avait obligée de se marier avec son violeur. Il y a eu l'affaire qu'on a appelée l'affaire du baiser de Nador, l'affaire de Much Love, le film, l'affaire des jupes, des jeunes filles qui se sont fait quasi lyncher dans la rue à cause de leurs jupes. Enfin voilà, un certain nombre d'affaires comme ça qui ont occupé le devant de la scène médiatique. Et il s'agissait aussi, d'un point de vue avec une certaine objectivité, de raconter la réalité de ce qui s'était passé et pourquoi est-ce que ça avait suscité soit un tel scandale, soit un tel... Salima, du coup, pourquoi s'être emparée de ces thématiques comme thématique de recherche? Je tiens d'abord à te remercier, toi, à remercier tous les organisateurs de cette invitation. Et justement, je pense que c'est cet espace-là, c'est cette parole-là qui est en train d'émerger pour sortir des stéréotypes et le travail de Leila Slimani qui sur à la fois de lier la question de la sexualité femme à monde arabe, enfin arabo-berbère, si on veut être un petit peu plus précis sur les questions identitaires. Et donc, pour ma part, pour ma thèse, je l'ai soutenue. Donc, je suis docteur en sociologie depuis 2015. J'ai travaillé sur cette question. Pourquoi j'ai choisi le sujet? Parce qu'elle n'existait pas. Et j'ai commencé à travailler dans le cadre de mon diplôme d'études approfondies, un DEA, sur l'immigration de femmes seules, algériennes seules en France. Pourquoi le choix de femmes seules? On est toujours à la question des femmes, parce que la question de l'immigration est très souvent liée, enfin du moins des femmes, est très souvent liée à l'immigration du regroupement familial, c'est-à-dire des femmes qui viennent ramener, emmener par leur mari, donc un mari derrière. Elles seules ne pouvaient pas bouger, comme si elles ne pouvaient pas bouger. Donc je me suis intéressée d'abord à cette question-là de l'immigration de femmes seules, qui faisait d'ailleurs un travail inverse, où elles s'installaient et elles ramenaient souvent leur mari, par exemple, seules dans le sens de l'arrivée, mais elles peuvent être célibataires, ou alors mariées, et elles s'installent et elles ramènent leur mari après. Donc, pour dire qu'elles peuvent être actrices, enfin, on le savait qu'elles pouvaient être actrices, mais pour mettre justement la lumière sur ce pouvoir d'agir, cette capacité d'agir. Et au cours de mes entretiens, puisque voilà, la sociologie est principalement basée sur des entretiens, donc pas dans le même objectif d'un journaliste, mais pour analyser plus tard. Et j'ai découvert, j'ai fait 2 rencontres où les personnes, les femmes, tacitement, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'hommes dans leur entourage et elle ne voulait pas le dire et j'ai cru comprendre qu'elle était lesbienne. Donc c'était clair, à la fois clair mais sans le dire, sans les mots. Et là j'ai dit mais il y a un sujet, une possibilité, parce que quand on fait un travail de DEA, pour pouvoir poursuivre les recherches plus tard, il fallait trouver, et j'ai dit voilà, il y a un sujet, donc je voulais faire des recherches préliminaires pour connaître la question, l'état des lieux de la question. Et je me suis rendu compte qu'il y avait rien, presque rien. Et je me suis lancée. Alors là, c'était très difficile. Déjà, il fallait prendre la décision de travailler sur des lesbiennes. C'est vrai que c'était dans un premier cadre, c'était dans le cadre de l'immigration, à la fois les descendantes de migrants, c'est-à-dire celles qui sont nées en France ou arrivées très tôt avec leurs parents, ou alors donc celles des migrantes. En général, je suis désolée, ça m'a fait penser à votre parcours parce que j'ai des jeunes filles qui sont arrivées, donc marocaines, lesbiennes, de 18 ans qui sont arrivées, qui ont fait le lycée français et qui sont arrivées donc, en France en tant qu'étudiantes et qui ont l'occasion justement de confier finalement leur vie, leur parcours à la fois migratoire et de lesbienne, parce que c'est ce que j'appelle les carrières de lesbiennes, parce qu'il y a des trajectoires, il y a des parcours. Très souvent d'ailleurs, un parcours
pour, c'est ce qu'on appelle la contrainte à l'hétérosexualité, puisque au départ, on ne sait pas qu'il y a une possibilité d'autre de vivre autre chose que ce qui est la norme sociale, ce qui se présentait, et lorsque ces filles tombent amoureuses d'une femme, et ça c'est le choc, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est possible. Et j'étais confrontée dans mon choix de thèse, parce que donc, autour, lorsqu'on me posait la question donc, dans le cadre universitaire sur le thème de la thèse, ça c'est la question voilà, incontournable, je leur dis voilà, des lesbiennes d'origine maghrébine, ah bon, est-ce que c'est possible, ça existe, est-ce que ça existe. Donc, cette association-là déjà, c'est constitué un oxymore, donc femmes d'origine maghrébine et lesbiennes, ça fait vraiment bizarre, et d'où l'importance de les faire exister, c'est ce qui est bizarre, elles existaient déjà, mais les faire réexister sociologiquement parlant, donc, et de leur donner la parole. Donc là, c'est dans un cadre très formel universitaire, avec une méthodologie d'enquête et de restitution et d'analyse, mais c'est ce qui a donné, donc j'ai pu rencontrer une cinquantaine de lesbiennes, ce qui est énorme en termes de corpus universitaire, avec des différentes trajectoires et de différents destins lesbiens. C'est ce que je peux appeler. Voilà, pour l'instant. Enfin, je me suis présentée, mais me présentant à travers mon travail de recherche. Tout à fait, mais c'est parfait, c'était l'objectif, donc c'est impeccable. J'avais une deuxième question, une double question en fait, qui serait de savoir ce que ça implique de parler de ces questions-là, de parler de la sexualité en général au Maroc ou de certaines sexualités en particulier au Maroc ou dans le monde maghrébin, en étant une femme. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on prend le droit de parler de ces sujets-là? Quelles peuvent être les conséquences aussi d'être une femme qui parle de ces sujets-là? Et une deuxième question aussi, qui est un petit peu différente, mais qu'est-ce que peut apporter le double regard d'être franco-marocaine ou franco-algérienne du coup, d'avoir ce double regard, qu'est-ce que ça permet en termes d'interprétation sur le Maroc ou l'Algérie ou ces pays du Maghreb en ayant la connaissance de la France, et à l'inverse, de quelle manière on peut aussi regarder et critiquer la société française avec cet apport qui est le double apport marocain ou algérien. Une question sur Moi, pour être tout à fait sincère, quand j'écris, quand je travaille, j'ai le sentiment que je ne suis pas du tout une femme, que je ne suis pas du tout française, que je ne suis pas du tout marocaine, que je ne suis pas du tout musulmane. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris, c'est pour n'être rien de tout ça, et pour justement me détacher de toutes mes communautés, toutes les communautés soit que l'on m'impose, soit qui sont les miennes de fait. Pour moi, l'écriture, qu'elle soit littéraire ou autre, mais bon, moi, le cœur de mon travail, c'est quand même l'écriture littéraire, c'est d'abord de m'affranchir de tout et d'écrire contre moi-même, contre les idées préconçues, contre les conditionnements auxquels on m'a amené. Donc, j'écris sur la sexualité, mais pas en tant que femme, pas en tant que marocaine et pas en tant que française. J'écris par goût, j'écris parce que ça me plaît. J'écris parce que ça m'intéresse et c'est ça qui fait que je ressens une très grande liberté à le faire parce que je ne ressens pas le besoin de me justifier sur le plan identitaire ou je ne ressens pas le besoin de parler en tant que femme, je parle en tant que moi-même avec mon regard propre. Voilà, donc je trouve qu'aujourd'hui on a trop tendance justement à s'enfermer littérairement de manière générale dans des angles identitaires et tout. Moi, c'est pas du tout, ça n'est pas du tout le mien. Pour le coup, le travail littéraire permet de se libérer. Voilà, pour moi, il permet justement de libérer une parole universelle, ou en tout cas universalisable. Moi, mon but, c'est pas que les gens, en ouvrant mes livres ou en ouvrant le prochain livre Sexe et mensonges, se disent « Ah, voilà une femme marocaine qui parle et qui parle des femmes marocaines aux femmes marocaines. » Non, moi, je cherche véritablement à chaque fois, si vous voulez, on pourrait dire que la substantifique moelle de mon propos, c'est de montrer à quel point, finalement, tout ça relève
de l'universel. Et j'en parle avec des amis qui viennent de d'autres continents, d'autres horizons, et on se rend compte à quel point les choses se recoupent. Alors après, évidemment, il y a des spécificités qu'il ne s'agit pas de nier, mais le travail d'écriture, il permet d'apporter ça. Le travail littéraire, il permet d'ouvrir cet horizon, et je n'ai pas envie de me priver de ça. C'est pour moi. Alors, donc là, il y a un privilège de la littérature, je pense que je n'ai pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que, au-delà de ma parole en tant que chercheur, enfin, c'est pas la mienne, c'est beaucoup plus la restitution des entretiens, par exemple. Et je pense, donc c'est pas pour vous contredire, mais c'est parce qu'il y a un autre regard sociologique en tant que tel, et qu'il y a des rapports sociaux qui sont engagés. Le fait qu'elle soit à la fois femme et homosexuelle, donc dans une sexualité minorisée, minoritaire et condamnée, au Maghreb notamment. Donc ça vaut quand même, voilà, ce n'est pas négligeable. Voilà, c'est une parole. Ça m'a fait penser, quand tu posais la question, c'était Kateb Yassine, donc l'écrivain algérien, qui disait une femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Là, donc des femmes en plus lesbiennes et d'origine maghrébine, même si c'est une construction. Moi, je suis pour la naturalisation de toutes les identités, parce que je pense que c'est ça le sens de l'égalité. C'est de ne plus voir les êtres humains au-delà, hommes, femmes. C'est ça. Certes, pour l'instant, une utopie, mais aspirons vers l'utopie. Seulement, on est dans un monde social, on est régi par un regard qui n'est pas neutre. Et donner la parole à ces actrices sociales, ils vont faire, c'est ce qui va engendrer le mouvement social et le changement social en lui-même. Parce que aujourd'hui, lorsque les personnes ne parlent pas, elles n'existent pas en tant que telles. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que c'est important de mettre leur parole en avant, enfin, voilà, et de parler, et la capacité d'agir. D'être autre chose qu'hétérosexuel, que par exemple dans un régime qui encercle, qui condamne, qui opprime. Voilà. D'accord. Alors, peut-être une toute dernière question. Oui, question de ma part avant de laisser la parole au public qui est présent. Justement sur le cœur de ce sujet-là, quand on parle de la sexualité en général, de certaines sexualités en particulier, donc une certaine minorité aussi sexuelle au Maroc et au Maghreb, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelle évolution peut-être ces dernières années? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'au contraire il y a des reculs? Est-ce que ça peut vous inquiéter? Je pense à un texte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps de Léna qui parlait des petits détails qui s'accumulaient. Un personnage qui traversait une ville, qui se rendait compte de tous les petits détails qui commençaient un peu imperceptiblement à le contraindre, et qui au final étaient des petits pas d'une dérive qui se sentait un peu plus de fond. Où est-ce qu'on en est de ces questions-là, sur les questions de sexualité au Maroc aujourd'hui? Oh, c'est très très complexe, ce serait très bon de revenir vraiment sur le détail et dans la subtilité sur tout ça, mais moi ce que je retiens en tout cas, d'abord, ce que je retiens d'abord, c'est le fait que c'est très complexe, et que souvent vu d'Occident, on a l'impression que ça ne l'est pas, que c'est très manichéen, soit que ce sont des sociétés très conservatrices, et puis voilà, et que rien ne se passe, circuler, et ceux qui sont l'objet de scandales ne seraient que des épiphénomènes. C'est totalement faux. Moi, il y a une phrase que je retiens d'une jeune fille qui m'a dit, je vais vous la dire aussi crûment qu'elle me l'a dit, une jeune fille voilée à la fac qui me dit, mais écoutez madame, tout le monde baise. Elle me le dit comme ça en français parce que pour elle, elle se rendait même pas compte que le mot pouvait être vulgaire dit comme ça en français, mais elle me dit tout le monde, les riches, les pauvres, les voilés, les pas voilés, les étudiants, les chômeurs, tout le monde. Parce que c'est la réalité de la société. Aujourd'hui au Maroc, l'âge moyen du mariage, il est de 27 ans, je crois. Or, les relations sexuelles hors mariage au Maroc sont interdites. Donc la seule sexualité légale est la sexualité conjugale. Or, il est absolument évident
qu'il est impossible de demander à des gens entre l'âge de 18 et 28 ans de n'avoir absolument aucune relation sexuelle étant entendue en réalité comme la pénétration, puisque c'est celle qui pose un problème en termes de virginité pour les femmes. Mais bon, c'est absolument impossible. Donc on vit sur cette espèce d'utopie ou d'hypocrisie acceptée par tous, et on se retrouve dans une situation très ubuesque, très absurde, très intéressante sur le plan romanesque et littéraire, mais enfin très destructrice sur le plan psychologique, social, et même politique et économique, parce que moi je considère que quand on traite comme ça le citoyen, avec, dans cette forme d'hypocrisie, dans cette oppression du corps, quand on oblige le citoyen à mentir, c'est-à-dire qu'on le met en position de n'avoir pas d'autre choix que de mentir et que de se cacher, on exerce sur lui une oppression qui est très forte, et une oppression sur son corps qui est très forte. Il y a des inégalités en plus sociales qui sont très grandes, parce qu'évidemment, quand vous vivez dans un quartier riche, que vous avez une voiture, une maison, une indépendance financière, la question de la sexualité n'est pas du tout la même que quand vous êtes une jeune fille dans un quartier populaire, etc. Donc évidemment, en plus se nichent là-dedans les différences sociales, et on se retrouve dans une situation où on vient interroger le ministre de la Justice en lui posant les faits, en lui disant voilà, tout le monde a une sexualité, donc tous les Marocains vivent hors la loi. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est d'avoir toute une jeunesse qui est hors la loi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il dit bah écoutez, moi si on abroge cette loi, je démissionne, mais en même temps la police ne va pas aller rentrer chez les gens. Donc si les gens n'embêtent pas leurs voisins, s'ils ne font pas de problème, il ne se passera rien. Donc ça veut dire qu'on fait reposer d'une certaine façon l'application de la loi sur la délation, sur une certaine définition de l'ordre public, c'est-à-dire celui qui ne bouleverse pas son concierge, son voisin d'en haut, d'en bas, ou la bonne vie de l'immeuble, qui arrive à maintenir une certaine hypocrisie sur ses mœurs, celui-là s'en sortira. Ça crée évidemment des rapports économiques, parce que après on finance aussi le sexe, on corrompt justement le gardien, on corrompt le concierge. Donc tout ça a pour conséquence de pourrir complètement la relation à la sexualité, d'empêcher une relation saine, je dirais pas pure, parce